Bonjour, merci d'être venu. Je m'appelle Fabien Moine, comme c'est pas marqué sur le diaporama. Donc le thème de la conférence, ça va être d'évoquer les bienfaits d'une alimentation végétale et vivante. Alors, végétale et vivante, ça implique deux parties dans la présentation que je vais faire. Déjà, je m'attarderai à casser un peu les mythes qui se rattachent au fait qu'une alimentation 100% végétale est nécessairement carencée, ou alors qu'on est obligé d'avoir des compléments alimentaires derrière. Donc là, il y aura la présentation des idées reçues, que ce soit par rapport à la viande et surtout par rapport au lait. Et deuxièmement, des témoignages de nutritionnistes et surtout des rapports scientifiques et biologiques quant une possibilité d'avoir ce type d'alimentation. Mais plus qu'une possibilité, il y aura également les préconisations de médecins par rapport à certains types de maladies ou même de le vivre au quotidien. Et en deuxième partie, ça représentera un tiers de la discussion, mais ça, vu qu'on est en petit nombre, n'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez plus de questions avant. On parlera de l'alimentation vivante, donc c'est-à-dire au niveau d'une approche de la santé globale, que ce soit pour la maladie et pareil la gestion au quotidien. Alors pour commencer déjà de casser le mythe de la carence végétalienne ou du problème de santé au niveau des végétaliens, je voudrais mettre... Alors, il y aura un petit peu de lecture dans la conférence. Là déjà on va commencer par un compte rendu de l'association des diététiciens américains et canadiens. Alors ça fait 20 ans qu'eux ils sortent des études sur ce qu'ils appellent les alimentations végétariennes. Alors par alimentation végétarienne, ils entendent le végétarisme et le végétalisme. Donc là en gros eux leur compte rendu qui se base sur 250 études scientifiques, c'est qu'à la fois c'est aucunement néfaste, il n'y a pas de carence sur la santé, et surtout, ce qui est intéressant de le voir, ce que je disais en préambule, c'est plus qu'une possibilité, c'est du fait qu'un intérêt croissant pour le végétarisme, grâce aux bénéfices nutritionnels d'une telle alimentation, le développement de l'offre végétarienne quotidienne devrait être encouragé. Donc on passe non seulement d'une réalité scientifique, d'une possibilité, à un encouragement. Et ça, c'est aussi bien au niveau des nutritionnistes que maintenant d'une manière plus générale au niveau des biologistes. Donc ça, c'est pour cadrer un petit peu dès le départ. Il y a une possibilité. Donc tout ce que je vais présenter là, il faut toujours garder ça à l'esprit, que c'est vraiment possible. Si c'est vraiment possible, qu'est-ce qui empêche déjà d'une part la communication vers ce type d'alimentation, mais surtout le basculement vers ce type d'alimentation? Évidemment, énormément d'a priori, des réflexes qui sont souvent culturels, liés à l'habitude, le poids de l'héritage, et bien entendu la peur. La peur, c'est ce qui freine de toute façon tout changement. Il y a aussi un autre fait là que j'ai pas noté parce que ça englobe un petit peu tout, parce que j'appellerais ça la communication au sens large. Alors la communication institutionnelle, la communication, tout ce qui va sortir des médias, va être basé sur un a priori des réflexes, c'est-à-dire qu'on va lancer des communiqués avec des choses qui ne sont pas nécessairement vérifiées, mais nous on va le prendre. On va prendre tout ce maelstrom d'informations et puis ça va en sortir des choses qui ne sont pas objectives. Parce qu'entre ce qui est dit, entre ce qui est pensé, il y a une réalité scientifique. Quand notre tante nous dit mange ta viande pour être fort ou finis ton verre de lait pour être grand, est-ce que ça repose sur quelque chose qui est scientifiquement démontré? Est-ce que ça a une valeur nutritionnelle? Donc déjà, voilà, si on veut aller plus à même dans le fait de comprendre ce type d'alimentation, que ce soit végétale ou vivante, stériliser vraiment toutes les informations qu'on a eues, au moins par rapport au prisme de gens qui ne sont pas ou nutritionnistes, ou biologistes, ou médecins. Et même de leur dire de se mettre à niveau quand on voit les informations qui transitent. Autre chose avant de rentrer dans le vif du sujet, ça va être un peu de sémantique et un petit peu de philosophie entre guillemets, c'est de comprendre la différence fondamentale entre l'envie et le besoin, qui découle ensuite de concepts qui peuvent être liés entre la différence entre la survie et la vie, la bonne santé et la superforme. Alors évidemment, on a tous le droit d'avoir envie, c'est ce que j'ai mis à chacun d'avoir envie, le droit d'avoir envie de ce qu'il veut, on a tous le droit d'avoir envie de manger uniquement de la charcuterie ou des produits laitiers. Ça tient à notre envie, mais est-ce que notre organisme en a vraiment besoin?
Donc ça, c'est vraiment des concepts à vraiment comprendre. Ou alors, on peut se dire, ben, moi, depuis toute ma vie ou toute la vie de mes grands-parents, on a mangé de la viande, on a mangé des choses en excès, il n'y a jamais eu de problème. Puis à la fin de la vie, peut-être qu'il y a eu une maladie dégénérescente qui est décelée, ou alors des difficultés au niveau des rhumatismes, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une part de l'habitude alimentaire qui pourrait intervenir là-dedans? Donc vraiment comprendre ces concepts qui peuvent paraître vraiment subtils, la différence entre envie et besoin, mais je pense que si on réfléchit beaucoup, quand on mange, là par exemple on va sortir de la conférence, on va aller manger, est-ce que ça ne sera pas par réflexe, il est 12h30 ou il est 13h, je vais manger, ou est-ce que c'est vraiment un appel de la faim? Et ce sentiment de gargouillis qu'on a à l'estomac, est-ce que c'est pas autre chose que de la faim? Ça, c'est vraiment des subtilités à comprendre. Voilà, donc autre subtilité à comprendre au niveau de l'alimentation, avant de rentrer toujours dans le vif du sujet, c'est les 4 façons, 4 idées de la percevoir. Il pourrait y en avoir plus, il pourrait y en avoir moins. Moi, je la segmente en 4 parties, c'est la bouffe, la nourriture, la nutrition et la nutrithérapie. Donc on passe, pour aller dans les extrêmes, de la bouffe, c'est-à-dire on se remplit le tout venant, on regarde même pas ce qu'il y a sur l'étiquette, on regarde pas si c'est cuit ou pas cuit, on regarde pas si c'est périmé ou pas périmé, on remplit en fait, on remplit l'organisme et les organes. Pour arriver à quelque chose d'infiniment plus subtil qui est la nutrithérapie, où là on va vraiment s'attacher à prendre l'aliment comme un besoin du corps. C'est-à-dire de s'écouter énormément, de dire j'ai des toxines, je vais les éliminer. Là, en ce moment, il y a cette saison-là, je sais qu'il y a une transition qui est plus ou moins facile à faire, où je vais manger de saison, où je vais manger cru avant de manger cuit, parce que ça va provoquer telle chose. C'est-à-dire qu'on va avoir un regard sur l'alimentation qui est vraiment complet et qui va être quelque chose de vraiment holistique, qui va englober l'individu au complet, qui peut même aller associer quelque chose de l'ordre de la spiritualité pour beaucoup de nutritionnistes et de personnes qui ont ce regard-là sur la nutrition, et c'est diamétralement opposé à ce qu'on appelle la bouffe, voire même la bonne bouffe. Ce qui nous rapproche d'une citation antique, nous ne vivons pas pour manger, mais nous mangeons pour vivre. Alors là, j'ai pris l'exemple de Socrate, c'est pas pour citer un grand auteur et faire le malin, c'est vraiment pour montrer qu'il y a une tradition qui est séculaire au niveau de l'alimentation. Hippocrate a énormément travaillé là-dessus, donc quand je parle de santé holistique, c'est aussi de ce point de vue-là. C'est des gens qui étaient médecins, qui étaient chercheurs mathématiciens, qui étaient scientifiques complets. Et donc il y avait Socrate, il y avait Hippocrate. Et quand on parle d'Épicure, le régime épicurien, quand Épicure parlait de jouir de la vie et jouir de l'alimentation, lui il disait mon plus grand plaisir en alimentation, c'est une tartine de pain avec de l'huile d'olive et de l'ail. Donc ça resitue un peu le contexte de les épicuriens, ils profitent de la bonne bouffe, du vin, etc. Lui, il était végétarien, au même titre que Hippocrate. Thalès également, enfin il y avait beaucoup de penseurs de l'Antiquité qui avaient déjà une démarche vraiment à la fois spirituelle puis à la fois vraiment raisonnée et complètement mathématique par rapport au corps humain. Le corps a besoin de ça, il a peut-être une envie mais qui doit être freiné par rapport à un dérèglement que ça peut provoquer. Voilà, donc le premier mythe, celui qui vient à l'idée quand on a une alimentation végétale, c'est où sont les protéines. Alors déjà, avant de dire où sont les protéines, on peut voir qu'il y a 3 sources d'énergie. Il n'y a pas que les protéines, parce que ça, c'est un mythe gigantesque. Donc, il y a les protéines évidemment, les sucres et les gras. Il faut savoir que quel que soit l'aliment qu'on ingère, quelle que soit sa qualité nutritionnelle, de toute façon, pour le fonctionnement des cellules, ça doit être transformé en sucre pour faire fonctionner l'organisme. Et dans les 100% de nutriments qu'on ingère, dans l'ensemble des calories journalières qu'on va consommer, suivant nos besoins, si on a une activité plus ou moins physique, il faut... Alors les chiffres changent, ils ont évolué avec les années, on va dire qu'en 60 ans c'est passé de 30% à 10% aujourd'hui, 10% des calories qui viennent de protéines. Même les gens qui font de la musculation, grosse musculation, je parle là de bodybuilding, c'est 10 à 15%, pas plus. Et c'est à relativiser quand on regarde que le lait maternel contient uniquement 1,2% de protéines, alors que l'enfant à ce stade-là, il a quand même besoin de fortifier et de développer ses tissus et tout ce qui est cartilage et os. Donc voilà, toujours garder ce chiffre de 10% en tête, qui est à recouper avec ceux qu'on va voir là, les teneurs en protéines de certains aliments. Donc les légumineuses,
Là, je parle de la matière sèche, hein, c'est le pourcentage sur la matière sèche, 25 à 30%, les légumes, quels qu'ils soient, 20 à 25%, le tofu 30 à 35%, les grains 13 à 15%, 15 à 17% pour les noix. Donc en gros, si on subvient à ces besoins caloriques, de toute façon, si on s'écoute, en gros, si on mange à notre faim, c'est impossible, strictement impossible d'être carencé en protéines. Donc pareil, éradiquer ce mythe-là du problème de la protéine, il n'y a aucun souci. Et puis là, on va le recouper avec un contexte historique. C'est de voir que nos grands-parents, qui avaient des travaux quand même assez physiques, dans les champs notamment, ou alors dans des activités ouvrières qui demandaient un effort physique, on consommait 70% de protéines d'origine végétale. Et aujourd'hui, en 60 ans, il y a 4 fois moins de céréales et 10 fois moins de légumineuses dans notre alimentation. Il faut se rappeler aussi que la consommation de viande, elle s'est développée parce que c'était un signe extérieur de richesse. C'est quand on invitait des gens, je ne sais pas quelle condition sociale vous êtes, mais pour la majorité des Français de l'époque, quand on présentait à moins d'être paysan puis qu'on tuait le cochon ou la vache ou etc., c'était quand même un signe extérieur de richesse. Donc c'est vrai qu'il y a eu aussi un développement du train de vie qui a dit je peux m'offrir de la viande, je le montre. Je peux m'acheter une voiture, etc. Enfin, je ne vais pas vous décliner tout ce qu'a pu faire la consommation. Donc aussi rapprocher ça, c'est que ce n'était pas un besoin nutritionnel au départ. Alors un petit focus sur les légumineuses, parce qu'on l'appelait la viande du pauvre. Et du coup, justement, vu que c'était la viande du pauvre, et si on accède à quelque chose d'un peu plus évolué dans la société, dans son quotidien, on va le délaisser un petit peu pour plus que ça soit pauvre, entre guillemets. Donc là, ça concerne, parce que moi je trouve que c'est assez oublié, c'est quand même quelque chose qui est assez répandu chez nous, et c'est assez peu coûteux, et c'est bien diversifié. Donc là, on appelle légumineuses tout ce qui est lentilles, pois chiches, les pois cassés, le soja, les fèves, et tout ce qui est haricots secs. Donc l'avantage par rapport à la viande, donc sachant ça, on en reviendra après en deuxième partie sur l'alimentation vivante, mais c'est que déjà la cuisson, elle massacre beaucoup de ce qui pourrait être apporté par la viande. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Donc l'avantage des aliments, c'est que les légumineuses, c'est que c'est très riche en fibres, en minéraux, en calcium, en potassium et en fer. Et énormément de vitamine B. Donc ça, très important pour les intestins. Et que la grosse différence par rapport à la viande, ça se situe là sur la deuxième ligne, c'est qu'il n'y a pas de gras, pas de cholestérol, pas de graisse saturée. Évidemment, tout ce qu'on retrouve dans les adjuvants non biologiques, les nitrites, les antibiotiques, les hormones, les virus, les bactéries, etc. Et que ça a l'avantage d'abaisser le cholestérol sanguin. Donc déjà là, sans rentrer dans le vif du sujet, on voit qu'on a rien qu'avec ça des leviers pour agir de façon positive sur la santé. Alors, autre chose, c'est oui, d'accord, on peut être végétalien ou en avoir une alimentation 100% végétale, mais par contre, dès qu'il va falloir réfléchir ou faire un effort physique, faudra oublier, ça sera pas la peine. Là, on peut voir avec quelques exemples. C'est vraiment quelques-uns parce qu'il y en a pléthore aujourd'hui, parce qu'évidemment, ils ont été exemples. Carl Lewis, quand il a gagné ses 9 médailles d'or, surtout la période Los Angeles, il était 100% végétalien. Beaucoup d'autres, même Mike Tyson, voilà, c'est une masse de muscles, donc je sais pas s'il y a peut-être 2-3 stéroïdes, peut-être 2-3 petites choses. On va quand même relativiser les choses, mais ça on sait pas. Mais dans l'absolu, on peut se dire quand même que si c'est des gens qui cherchent la performance, ils vont chercher quand même à adapter, ils vont utiliser l'alimentation en tant qu'outil. Là, je l'ai pas cité parce que là c'est uniquement des végétaliens, mais il y a également Jeannie Longo, qui est végétarienne. Donc elle est quand même championne de France à l'âge de 53 ans. Je pense qu'au niveau longévité, je crois qu'elle est 33 fois championne de France. C'est pour les sports, de montrer déjà que là, sur la longévité c'est possible, et c'est assez recommandé. Et puis j'ai mis la photo de Scott Jurek, qu'on voit là, c'est l'avant-dernier nom que j'ai mis. Lui, il est ultramarathonien. Donc ultramarathonien, c'est-à-dire c'est des distances de plus de 150 km. Donc là, j'ai mis une photo drôle parce qu'il prépare un jus de blé. Lui, il mange pas de viande, il mange rien. 3 semaines avant les compétitions, c'est graines germées, jus de blé, point. Et lui, il est recordman des courses en Arizona. Je sais pas, vous avez peut-être entendu parler parce que c'est assez médiatisé. Il court dans l'Arizona pendant 50 heures, c'est 217 km. Et lui, il a gagné 5 années d'affilée en battant sur 5 années les records des épreuves. Donc vraiment, l'alimentation végétale, ça, pour ce qu'est sport extrême, non seulement c'est possible, mais à mon avis, c'est assez conseillé. Et puis j'ai mis un petit clin d'œil pour un champion du monde d'échecs de partie rapide en 2006. Qui lui est végétalien aussi, donc pour le sport cérébral, l'activité cérébrale, c'est pas du tout handicapant, donc vous ne serez pas, sans jeu de mots, un légume
en mangeant que des choses qui s'assimilent aux légumes ou aux fruits. Donc voilà, il y a également pas mal de basketteurs qui font ça, des marathoniens, des triathlètes, etc. Et il y a également beaucoup de marathoniens qui courent maintenant en ayant une alimentation 100% crue. Et ils courent avec des maillots en parlant du crédivorisme. Et généralement, eux, ils font l'effort de faire en pleine saison, de faire des marathons toutes les semaines. Pas par provoque, ni par envie, mais pour dire, on est censé avoir 3 semaines minimum pour l'organisme pour récupérer. Eux, ils les enchaînent toutes les semaines pour montrer que y a une récupération plus rapide, une répétition de l'effort qui est accélérée par rapport à une alimentation végétale. Là, on s'est un petit peu attardé quand même sur la viande. Là, ça serait, pour moi, c'est le gros point, le gros mythe, en fait, surtout en France et puis pays du fromage, le lait. Alors le lait, là, c'est la viande, on peut l'admettre. Oui, la viande, on peut s'en passer éventuellement, même s'il faut faire gaffe. Mais le lait, par contre, c'est indispensable et unique. C'est-à-dire calcium égale lait. Si protéines égale viande, calcium égale lait. Alors là, je voudrais mettre une petite citation pareille du Dr Campbell. Je reviendrai plus tard sur lui. Alors le Dr Campbell, faut garder à l'esprit que c'est le plus grand chercheur en nutrition. Il a travaillé pendant 40 ans uniquement sur la nutrition, sur des dizaines de milliers d'individus, voire même des centaines de milliers de personnes. Et il a fait plus de 300 rapports qui ont été analysés par des centaines et des centaines de chercheurs. Et ça, c'est une des parties de son ouvrage qui est sorti l'année dernière. Vous avez peut-être entendu parler, le rapport Campbell. C'est un pavé de 500 pages. C'est la plus grosse étude qui a été faite sur la nutrition. Et ce type-là, il n'est pas du tout végétarien ni végétalien à la base. C'est un Américain pur et dur qui a même fait ses tests d'études sur comment optimiser le rendement du lait chez les vaches, parce qu'il est biochimiste à la base. Donc c'est pas du tout un mec de la santé à la base. Donc lui, il met que depuis les années 20, les industriels du lait ont remarquablement réussi à cultiver un environnement dans pratiquement tous les secteurs de notre société, de la recherche à l'éducation, à des relations publiques, à la politique, pour nous faire croire que le lait de vache et les produits laitiers sont bons pour la santé. Ne vous méprenez pas, l'industrie laitière a toujours virtuellement tout le contrôle sur l'ensemble des informations concernant la santé publique qui sont portées à l'attention de l'opinion. Donc quand je mettais en préambule qu'il fallait faire gaffe aux a priori, aux réflexes et à tout ça, c'est pour recouper également ce genre d'appels qui sont officiels, ça c'est des rapports officiels. Quand vous allez chez le médecin, quand vous voyez une plaquette, manger tant de produits laitiers, quand vous voyez des 4x3 dans la rue, c'est pas des annonces gouvernementales, ça s'y rapproche, mais on verra tout à l'heure les différences subtiles et quelles sont les agences qui font ça. Donc ça, c'est des informations qu'on a en nous. Et puis la grand-mère aussi qui, pour notre bien-être ou pour notre force, ou la maman qui dit finis ton verre de lait ou prends ton lait, force-toi. Ça, c'est une force qu'on garde en nous toute notre vie parce que c'est une peur qu'on nous a communiquée. Donc vraiment s'en détacher à partir d'informations comme ça. Mais plus que s'en détacher, voir pourquoi il y a ce genre d'informations. Et surtout, pour nous, qu'est-ce qui peut être bon en substitution. Alors déjà, c'est de voir s'il est indispensable. S'il est vraiment si indispensable, normalement, il est optimum pour tout le monde. Donc on regarde quand même que dans le monde, les Asiatiques, il y a 80 à 100% de la population asiatique est intolérante au lactose. 65 à 100% de la population en Afrique. Alors les marges, c'est suivant les pays, évidemment. 45 à 94% dans l'Amérique latine. Nous, en Europe occidentale, on est 90% à avoir muté génétiquement, parce que c'est bien une mutation de gènes qui fait qu'on accepte le lactose. Quand on dit à un enfant qui régurgite, quand il passe du lait maternel au lait de vache, ça y est, il a trouvé son lait, on essaie pas de marque de lait, en fait on casse le système digestif jusqu'à trouver le réflexe, parce que le corps humain est merveilleux, il s'adapte à tout, pour digérer. Quand il y a des plaques rouges, quand il y a des régurgitations, là c'est un signe, le corps de l'enfant, attention, il clignote un petit peu, faites gaffe, c'est pas trop pour moi. Et je recoupe l'information, là j'ai mis une petite parenthèse sur l'Asie, sur le régime Okinawa qu'on vante souvent. On dit les gens ils sont centenaires, les petits vieux ils sautent partout, ils sont en forme. Il y a 4 fois moins d'ostéoporose, il y a 4 fois plus de centenaires et surtout il y a 0 produit laitier. Oui. Également le lait de chèvre ou est-ce que c'est tout lait ou juste... Alors la question posée, c'est est-ce que j'inclus dans les produits laitiers uniquement le lait de vache ou d'autres types comme le lait de chèvre ou les laits de brebis. Alors j'ai accentué sur le lait de vache parce que c'est celui qui est le plus développé, mais le gros problème du lait de vache, c'est la caséine.
C'est une substance extrêmement grasse qui encrasse l'organisme. Et surtout, il y a une malabsorption du calcium. On le verra après avec quelques chiffres que j'ai mis, mais le calcium qui est contenu dans le lait, on peut en absorber que 30%. Donc là, il y a des mesures qui sont faites sur les aliments. On prend de l'aliment lui-même. Mais qu'est-ce qui se passe quand il passe dans l'organisme? Les nutriments, est-ce qu'on les prend à 100%? Dans le cas du lait de vache, on prend que 30%. Pour revenir à la question, si jamais on doit consommer il n'y a pas de dogmatisme, hein, ça j'ai oublié de le préciser au départ, j'incite personne à avoir une alimentation 100% végétale, c'est vraiment pour présenter une possibilité alimentaire. Hein. Pour moi il y a des dangers pour des choses, il y a des bienfaits pour d'autres choses, mais après c'est à chacun de voir midi à sa porte. Mais si on devait consommer des produits laitiers, si on aime ça, puis si on a envie, toujours par rapport à la différence entre plaisir et envie, si on a envie de se faire plaisir, autant privilégier le lait de brebis et le lait de chèvre qui sont beaucoup moins gras. Et là on parlait de l'Asie, moi ce que j'aime beaucoup dans l'alimentation chinoise, c'est que c'est basé sur l'observation. On va dire, tu veux prendre un lait qui n'est pas humain, alors observe l'animal à partir duquel tu veux prendre le lait. La vache c'est un ruminant, c'est gros, ça fait 1 tonne, ça passe sa journée à brouter, ça a 4 estomacs. Regarde la chèvre, c'est tout léger, ça sautille, c'est assez dynamique, c'est pétillant. Quel lait tu vas choisir? Quel lait pourrait être bon pour toi? Voilà, c'est des petites choses comme ça. En fait, là je montre quelques chiffres, des choses comme ça. La simple observation des faits, le bon sens, entre guillemets, même si c'est prétentieux de dire qu'on a du bon sens, ça suffit souvent à présenter les choses. Ça rejoint vraiment ça. Le lait de vache est destiné à un seul être, son petit le veau. Rien que ce simple fait, en fait, de savoir que le veau a des besoins nutritionnels qui ne sont pas du tout les nôtres. Et lui, il doit prendre 140 kilos dans la première année. Est-ce que nous, on a besoin de prendre autant? Est-ce que nous, on a 4 estomacs pour digérer ce lait-là? Autant de questions qu'on peut se poser. Après, il y a des réponses évidemment scientifiques, mais il n'y a pas besoin d'aller plus au-delà de ça. Voilà, je mettais qu'il y a 3 fois plus de protéines et 2 fois plus de graisse. C'est ça qui cause en partie la malabsorption. Et surtout après 4 ans. Donc le sevrage au lait maternel, on dit que c'est 3 ans. Après, il y a une année de battement, je pense, de l'organisme humain, où on perd l'enzyme de digestion du lait. Maternel, hein, déjà le lait humain. Donc imaginez ce que ça cause avec un lait qui est extérieur à notre race, entre guillemets, ou à notre espèce. Voilà. Et puis surtout, par observation scientifique, Henri Lestradet, lui qui est professeur et médecin, il mettait que les bébés qui étaient nourris au lait maternel ont des foies plus gros, plus développés, et ils ont un taux 4 fois plus élevé de gastroentérite et d'allergie. Donc les bébés, observez chez les enfants en fait, c'est assez simple, hein, tout ce qui est eczéma, tout ce qui est reflux gastrique, tout ce qui est allergie, c'est causé, on va dire, à 90% par le lait. C'est une intoxication très très forte parce que c'est la sphère ORL qui est prise en premier. Vu que le lait c'est très gras, il y a une espèce de mucus qui se crée déjà dans l'intestin, et ensuite qui va remonter dans toute la sphère ORL pendant la croissance. Donc ce que vous sortez de verdâtre l'hiver, c'est ça en gros. Moi je sais que j'ai arrêté les produits laitiers, par raison physique, parce que j'ai des problèmes au tissu suite à une rupture de tendon, donc les kinés m'avaient conseillé pour que ça se répare plus vite d'arrêter le lait, et toutes mes allergies respiratoires se sont en allées. Donc moi j'ai stoppé les produits laitiers par rapport à ce simple constat. Donc c'est une piste, hein, si vous connaissez des gens autour de vous, ou vous-même vous avez des problèmes de sinus, d'encrassement, d'allergie, de la sphère ORL, essayez pendant 2-3 semaines d'arrêter, puis observez les résultats. Voilà, donc, alors si on veut savoir ce qu'il y a dans le lait, voilà, c'est une petite blague, hein, papa c'est quoi cette bouteille de lait? Moi j'aurais bien voulu qu'on y réponde vraiment plutôt que par je sais pas si vous vous rappelez la pub des années 90, papa c'est quoi cette bouteille de lait? On pourrait dire qu'il y a 300 fois plus de caséine dedans que le lait maternel, qu'après 4 ans, ce que je disais, il n'y a plus d'enzymes. Et puis surtout, alors là c'est des chiffres qui viennent de l'ONU, hein, de la FAO qui est la branche alimentation de l'ONU. Donc dedans, on décèle des œstrogènes, de la progestérone, plein de substances hormonales nocives, de l'arsenic, du plomb, du mercure, du cadmium et du pu. Il y a beaucoup de pu dans le lait, parce que évidemment sur les pies, quand on enlève, à moins de mettre des désinfectants qu'il a mettre des produits chimiques. Donc voilà, dans le lait, il n'y a pas, quand on nous dit lait égale calcium, oui, il y a du calcium qui est mal absorbé, et surtout il y a plein de mauvaises choses. Et surtout, là c'est l'exemple aux USA, en France il n'y a pas les chiffres. Alors je mets beaucoup de chiffres des États-Unis, c'est pas pour être de mauvaise foi, c'est simplement qu'en France il n'y a pas les chiffres en fait. Donc comme ça c'est
c'est clair. Et là, 80% des vaches aux USA souffrent de leucémie, elles meurent de leucémie. Donc c'est quand même tiré d'un animal qui est complètement malade, donc, parce qu'ils sont bourrés aux antibiotiques, etc. Et ça passe par le lait. Et quand on achète du lait maternel en poudre, en pharmacie ou autre, c'est pas marqué. Parce qu'en gros, on met l'impact, on doit marquer l'impact sur le premier élément. Donc le premier élément, c'est la vache, mais pas ce qui va sortir. Il faut bien savoir dans l'alimentation en général, même pour bio, il y a des choses qui sont dites bio, c'est l'aliment qui va sortir qui a le label bio, mais pas ce qui va être mis dedans au départ. Il y a pareil, il y a des petites failles dans la traçabilité, là c'est des petites magouilles pour commercialiser. Souvent c'est quand même pour des firmes qui ont un gros pouvoir financier. Alors qui dit que le lait c'est bon? Alors là c'est la petite question que je posais tout à l'heure. Il y a 4 agences, hein. Là j'en ai mis que 2 pour pas être rébarbatif, puis parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. La plus grosse c'est l'AFSA, donc l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Donc en 2005, sur les 29 membres du comité d'experts, il y en avait 20 qui avaient des liens avec l'industrie laitière, il y en a 13 qui travaillaient chez Danone, et surtout le président qui siégeait au conseil de Nestlé. Donc est-ce qu'on peut être impartial sur la santé des gens quand on a autant de conflits d'intérêts? C'est comme Roselyne Bachelot qui nous dit vaccinez-vous, elle a des parts dans le vaccin. Est-ce qu'on l'écoute ou pas? Ça, pareil, j'ai pas de vérité, mais on peut quand même se poser une question. Et sinon, il y a le PNNS, donc le Programme National de Nutrition Santé, qui en 99 était dirigé par un médecin siégeant à l'Institut Candia. Et dès l'année après de son élection, l'organisme fixait comme objectif prioritaire d'augmenter la consommation de calcium, qui était basée sur aucune étude scientifique, faut le savoir, en consommant 3 produits laitiers par jour. Là, on en revient toujours, faut consommer du calcium, donc d'où ça vient cette lubie pour consommer du calcium, et puis calcium égale produit laitier. Bon voilà, ça c'est. Je vous laisse faire des informations. Ah oui, aussi le PNNS, c'est généralement les gens qui impriment les brochures que vous trouvez chez les médecins, qui vous conseillent de consommer des produits laitiers. Et ils sont tellement forts dans le fait que ça programme national d'instruction santé. Quand on entend national, on entend presque financé par le gouvernement ou rattaché au gouvernement. C'est pas du tout le cas. Donc les 4 par 3 aussi qu'on voit, c'est ce genre de choses. Mais ils sont tellement forts et tellement proches de quelque chose qui s'apparente à un organisme officiel, qu'ils envoient des brochures à l'Union européenne, et que l'Union européenne a mis plusieurs années à comprendre que c'était pas quelque chose qui venait du ministère de la Santé français. Donc ça pareil, je mets pas beaucoup de références, mais je vous invite à chercher. Je pourrais vous donner des références si vous voulez. Il y a des bouquins qui ont été traduits en français, il y a notamment le rédacteur en chef de la partie santé du Point, qui a écrit un livre sur le lait tout à fait remarquable. Donc bien comprendre que l'information qu'on n'a pas sur les méfaits du lait sont liées au fait que économiquement c'est un poids énorme. Quand les éleveurs laitiers balancent du lait par hectolitre devant les préfectures, et puis qu'il y a des mesures qui sont prises assez rapidement, vous voyez qu'au niveau économique, au niveau politique, c'est quand même puissant. Alors si on nous dit que le calcium, et puis ça c'est une peur qui est ancrée, même la plupart des végétaliens l'ont, parce que de toute façon on leur met. Si on nous dit que le calcium c'est super important, alors pourquoi plus qu'autre chose, pourquoi plus que le magnésium, pourquoi plus que le fer, enfin voilà, on a l'impression qu'il n'y a que le calcium. Où est-ce qu'on peut le trouver? Alors déjà on va parler des besoins, donc 1000 mg par jour. Par rapport à ces 1000 mg, si on consomme 100 g de tofu, ce qui est, je vais prendre une échelle, c'est la moitié de ce livre-là, voilà. 100 grammes, ça fait une plaquette comme ça de tofu. On a la moitié des besoins, sachant qu'on en trouve partout du calcium. À plus forte dose dans les légumes verts. Beaucoup dans les légumes verts. Les amandes, tout ce qui est fruits à coque, énormément les brocolis. Brocolis, oui. Une remarque pour le tofu. Le soja est quand même déconseillé à la santé, on va dire, dans le temps de notre vie au niveau hormonal. Donc c'est déconseillé d'en prendre. Donc là... Ouais. Oui, alors il y a eu 2 choses, c'est vrai, c'est au niveau des œstrogènes que tu parles. Ouais. Ouais, alors ça, il y a beaucoup d'études contradictoires. Moi, j'ai questionné beaucoup de gens aussi là-dessus, parce que c'est vrai que moi j'ai arrêté de boire du lait de soja pendant un moment. Et apparemment, il n'y a pas d'antagonisme. Il n'y aurait pas d'antagonisme mais il n'y aurait pas d'antagonisme entre le soja, alors qu'il soit raffiné, fermenté, ou consommé tel quel en graines, ou passé en lait. Il y aurait pas de souci au niveau des œstrogènes. Ça, pareil, c'est une question intéressante parce que c'est vrai que ça commence à
à remonter comme question, c'est une question qui est assez légitime, parce que pour tout ce qui est substitut végétarien ou lien, le tofu est quand même pas mal mis en avant. Oui, donc je parlais juste du brocoli. Alors brocoli, c'est vraiment un super aliment, parce qu'en plus du calcium, il y a énormément de bienfaits dedans. Si vous avez l'occasion de vous renseigner dessus, jetez un œil sur les propriétés nutritionnelles. C'est vraiment, moi je le classe parmi la famille des super aliments. Pas un réflexe qu'on a de consommer du brocoli, mais c'est super bon. À la santé, hein, pas qu'au goût. Et voilà, donc quand je parlais des 30% de calcium assimilable dans le lait, c'était à mettre en comparaison aussi par rapport au calcium des végétaux, qui lui était 50 à 70% assimilable. Et puis au-delà des chiffres qu'on voit là, que j'ai mis au-dessus, on en trouve dans la plupart des fruits, dans tous les légumes à feuilles vertes, dans les crucifères, donc tout ce qui est choux, brocolis, enfin toute la famille des choux, tous les fruits secs, les graines, les avocats, les poireaux, les lentilles. Donc pareil, le calcium, il y en a vraiment en quantité. Alors ce qu'il faut pas oublier, c'est parce que si on nous dit calcium c'est important, faut pas avoir de déficit en magnésium aussi. Si vous avez un déficit au calcium, pensez bien à regarder sur vos analyses de sang ou approfondissez-les, parce que si vous avez un déficit en magnésium ou en vitamine D, le calcium sera mal absorbé. Donc n'ayez pas que ce levier-là de prendre des pastilles, parce qu'en plus tout ce qui est de synthèse c'est très peu assimilable. Mais allez regarder aussi du côté de la vitamine D et du magnésium. Ça tout est lié en fait, hein, dans la chaîne des nutriments. Donc si vous avez un déficit, pensez bien à regarder les autres choses pour les réguler. Oui, j'en profite pour faire juste un petit truc par rapport aux a priori. C'est quand on nous dit, par exemple, épinard égale fer. Tout le monde l'a entendu ça. En fait, l'erreur vient d'il y a 100 ans. Il y a un nutritionniste qui avait fait la secrétaire d'un nutritionniste qui avait fait une faute de frappe, qui avait décalé la virgule pour le taux de fer par milligramme. Ça a été corrigé 15 ans après, ça s'est vérifié, mais ça a perduré dans l'inconscient collectif. Donc, je prends cet exemple juste pour vous dire que ça traverse les âges, les a priori. Donc, tu veux du fer dans les épinards, il y a même des noms d'émissions qui portent ce truc-là. Ça repose sur rien en fait. Il n'y a pas plus de... Il y a du fer, mais pas plus que dans beaucoup d'autres aliments, d'autres aliments. Donc voilà, juste pour vous dire qu'en plus, il y a des données qui reposent sur des erreurs en fait, et puis qui sont jamais rectifiées. Donc gardez ça à l'esprit aussi pour tout le reste. Alors si on enlève la sacro-sainte viande et le divin lait, qu'est-ce qu'on peut manger si on a l'alimentation végétale? Et là c'est une pyramide faite avec des portions de ce qui pourrait être une alimentation végétale équilibrée. Alors pourrait, parce que en nutrition, il n'y a pas de règle en fait. C'est vraiment à vous de vous écouter, parce que chaque personne a une morphologie différente, a des besoins différents, une activité différente, des besoins différents, et puis aussi un terrain génétique différent. Donc là, c'est vraiment que des idées, hein. Tout ce que je vous mets, c'est des idées. Donc une base céréalière, des légumes, des aliments riches en calcium, de là ce qu'on voyait, le soja, tout ce qui était crucifère, même les carottes, les légumes verts, et puis la vitamine D dont je parlais pour l'absorption du calcium, de toute façon il n'y a pas d'autre possibilité que de la chercher au niveau de l'exposition au soleil. On estime à 1/4 d'heure par jour les bras et puis le visage. Et les acides gras, les oméga 3, on peut les trouver dans tout ce qui est les huiles de pression à froid. Les huiles de lin, les huiles de noix, etc. Et la vitamine B12 dans beaucoup de graines germées, notamment le tournesol, le brocoli, et puis je ne sais plus quel autre, dans des algues comme la spiruline, dans la plupart des végétaux, mais qui ne sont pas lavés. Voilà, donc ça c'était pour la partie alimentation végétale, on va dire globale. Ah non, et là... Juste un petit rappel, là c'est un rapport qui est très, très récent, octobre 2010, conclusion de l'étude de l'université d'Harvard sur 85 000 femmes et 45 000 hommes. Ça a été mené sur 20 ans, donc c'est une grosse étude là aussi. Et leur conclusion, là j'ai mis juste une phrase, mais c'est qu'un régime alimentaire basé sur les protéines animales est dangereux pour la santé. Donc voilà, ça c'est des choses officielles, là c'est pas des discours de grand-mère, c'est pas des 4x3 d'organismes qui ont des intérêts économiques. Là, c'est des choses faites sur des dizaines de milliers de personnes sur 20 ans. Cette étude préconise aussi une alimentation végétale au quotidien. Donc voilà. C'était pour clore.
Et puis, on va revenir là sur le rapport Campbell dont je vous parlais tout à l'heure, la personne où je vous disais qui avait fait des grosses études. Donc là, vous pouvez noter la référence et puis aller rechercher. C'est vraiment la plus grosse étude qui a été faite à ce jour, là sur 35 années de subvention, mais 40 années en réalité. Il a fait 5 ans avec des... sur lui, il a lancé ça avec son frère. Donc 300 documents de recherche, 750 références scientifiques. Donc Campbell, en gros, c'est qu'il explique que les bienfaits d'une alimentation végétarienne sont nombreux, impressionnants pour toute par rapport à la panoplie médicamenteuse et chirurgicale de la médecine traditionnelle, que nous pouvons éviter dans une large mesure les maladies cardiaques, le cancer, le diabète, les attaques vasculaires cérébrales, l'hypertension, l'arthrite, les cataractes, la maladie d'Alzheimer, l'invalidité et d'autres désordres chroniques. Il accentue sur le fait qu'il y a des preuves supplémentaires assez impressionnantes qui existent pour étayer sa thèse, et ainsi que de combattre certains fléaux comme les cancers, le diabète et plusieurs maladies dégénératives. Nous savons aujourd'hui qu'il est possible d'éviter ces maladies dans de très nombreux cas, même si nous sommes porteurs de gènes responsables de leur apparition. Alors cette dernière phrase, elle est extrêmement importante, elle est assez révolutionnaire au niveau médical, même plus que au-delà de la nutrition. C'est qu'en fait, il n'y a pas de fatalité et qu'il y a une réversibilité possible par rapport à l'alimentation. Et ça, c'est vraiment nouveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de « ma mère a eu cette pathologie, elle est allergique à ça, donc je suis destiné à subir ça ». Non, c'est vraiment, vraiment faux. Il y a possibilité d'agir de façon bénéfique et des fois de façon très rapide sur des pathologies organiques ou alimentaires. Alors pour ça, il faut déjà se baser, il faut faire ce qu'on appelle une détoxification. Et ensuite, refaire les systèmes. Donc ça va amener à la deuxième partie. Voilà, je finis par cette citation pour refaire un recoupement avec ce que je parlais tout à l'heure, tout ce qui était les concepts antiques par rapport à l'alimentation. C'est le serment de la médecine traditionnelle. Est-ce que votre médecin vous a parlé de régimes nutritifs vraiment variés, à part le fait de répéter ce que vous savez déjà? Par contre, ce dont il vous a sûrement pas parlé, c'est de l'alimentation vivante, qui là représente un levier de réversibilité pour des pathologies que la médecine peut juger comme liées à la fatalité, et puis apprenez à vivre avec, ou passez sur le billard, ou prenez ces substituts, ou allez vous faire dialyser, etc. Tout un genre de choses où on est obligé d'avoir recours à des agents extérieurs. Alors avant de rentrer spécifiquement dans l'alimentation vivante, de la même façon que j'ai présenté les types de percevoir de l'alimentation, là ce seraient les voies alimentaires par Zekli. Alors Zekli, c'est un des pionniers de l'alimentation vivante qui a fondé un institut au Costa Rica de travail sur les pathologies. Et le flambeau a été repris par l'Institut Hippocrate en Floride. Si vous avez, j'en parlais avec le monsieur qui est au premier rang, c'est un institut qui est assez renommé et qui fait ce qu'on appelle des miracles, j'aime pas ce mot-là, mais des choses assez incroyables par rapport aux pathologies. Il y a des gens qui arrivent complètement sclérosés, qui sont en fauteuil roulant, qui peuvent plus marcher. Je parle pas des gens qui ont la moelle épinière cassée, on s'entend, et qui repartent en marchant en quelques semaines par l'alimentation vivante. Donc là, c'est uniquement l'aliment qui est prescrit en tant que remède. Donc lui, il classifie en 4 parties. Donc l'alimentation biogénique, donc ça c'est le nom de sa société. Donc pour lui, c'est des aliments qui donnent la vie. Donc dedans, il met les graines germées, les jeunes pousses, les algues, les gelées royales, le pollen et le ginseng. On appelle ça aussi des super aliments. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot-là. Voire même, alors là c'est complètement, moi je trouve ça horrible. Je l'ai posé sur la diapo après. Alicament. C'est même plus qu'un aliment, c'est un médicament. Si vous regardez bien, si vous avez entendu parler du Codex Alimentarius, c'est ces aliments qui sont visés par leur interdiction. Parce qu'elles sont tellement bénéfiques pour la santé, qu'ils pourraient faire concurrence aux médicaments. Donc on interdit, enfin, il y a des voies législatives qui sont étudiées pour interdire ces aliments, parce qu'ils jouent le rôle de médicaments. Je sais pas, donc là, aussi, il y a une réflexion à avoir. C'est trop bon pour vous, donc le prenez pas. Parce que sinon, on va pas pouvoir faire du business sur votre santé. Petite parenthèse. Mais c'est important quand même à rappeler, parce que c'est des mesures législatives qui sont à l'étude. La deuxième catégorie, c'est les aliments bioactifs. Donc là, ça ne donne plus la vie, mais ça la maintient. Donc là, c'est les fruits, les légumes, tout ce qui est cru, et qui n'a pas été conservé pendant longtemps.
le miel, les huiles végétales, mais de pression à froid, les herbes, les produits lactofermentés. Le troisième type d'alimentation, c'est biostatique. Donc là, non seulement ça n'apporte pas, mais ça affaiblit, ralentit la vie. Alors par ralentissement, tout ce qui donne, maintient, ralentit et détruit, ces concepts-là, ils sont liés principalement au système immunitaire, à la réponse immunitaire, donc à la santé. Donc biostatique, là c'est les aliments cuits, crus et stockés. Alors crus et stockés, c'est par exemple, vous savez, malheureusement, on cuit souvent, on récolte souvent quand l'aliment n'est pas mûr. On le fait mûrir ou artificiellement ou alors pendant le transport. Il y a très peu de bonnes choses. Pour faire un recoupement, on estime aujourd'hui que pour avoir la qualité nutritionnelle d'une pêche par rapport à il y a 60 ans, il faudra en manger 15. Donc quand on nous dit manger 5, enfin quand on nous dit manger 5 fruits et légumes, en réalité il faudrait vraiment beaucoup plus. Parce que c'est vraiment dur de trouver une information de qualité dans les aliments. Et enfin, les aliments qui détruisent la vie, donc c'est les biocidiques, là c'est les aliments avec produits chimiques, traitement, raffinage, pasteurisation, et là c'est ce qu'on appelle les aliments immunodépresseurs. Donc là ça détruit la réponse immunitaire, notamment au système intestinal. Donc pareil, petite parenthèse parce que ça me semble important, l'intestin, c'est 70% de la réponse immunitaire. Donc quand vous êtes malade, quand vous êtes sujet à des maladies chroniques, comme je tombe toujours malade en hiver, etc., ou je me mouche tout le temps, soignez votre intestin, parce que c'est 70% de la réponse pour quelle que soit la pathologie. Donc vraiment très important d'avoir une flore intestinale de qualité, d'avoir des bonnes selles, pour parler crûment. Là c'est un signe que vous êtes apte à répondre à la maladie, puis surtout ingérer le maximum des nutriments des aliments, parce qu'on a beau manger des choses de qualité, si on n'est pas capable de les absorber parce qu'on a un gros mucus dans l'intestin, c'est comme si on faisait rien en gros. Donc prioritairement, basez-vous sur la flore intestinale. Alors une définition de l'alimentation vivante, alors là il pourrait y en avoir plein, ça pourrait durer des pages. Moi je la résume en très peu de lignes. C'est une alimentation qui favorise des aliments avec un fort taux de nutriments qui sont nécessaires pour le corps humain. Et c'est des aliments qui sont naturels, non cuits, non transformés, sans additifs chimiques et facilement assimilables. Voilà. En gros. Alors, ce type d'aliment, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, c'est biologique, ça va de soi. Surtout ici, je ne veux pas vous dire le contraire. Donc c'est des légumes crus ou lactofermentés, parce qu'on peut faire fermenter des légumes en les coupant d'air, et ça pareil c'est très bon pour le développement de la flore intestinale, ou des végétaux déshydratés. Vous savez, il y a des déshydrateurs, on achète les fruits et les légumes à la bonne saison quand ils sont pas chers, on les déshydrate avec des appareils spécifiques, et puis on les garde toute l'année, on les réhydrate par l'huile ou par l'eau, et ensuite on les consomme, et ça garde les nutriments. Il y a les fruits frais ou séchés, les graines germées, les graines crues, les noix, les algues, les jeunes pousses, beaucoup de jus. On voyait Scott Jurek tout à l'heure se préparer un jus d'herbe de blé, ça s'en fait partie. Et surtout les huiles de pression à froid. Donc pareil, autre petite parenthèse, surtout si vous prenez de l'huile, donc les lipides c'est indispensable à plein de choses, pour la division cellulaire, mais surtout pour les articulations. Prenez vraiment de l'huile de première pression à froid, quoi. C'est vraiment super important, la qualité de l'huile. Et enfin le miel non pasteurisé, le pain germé et les laits de noix. Donc voilà, quand on se dit alimentation, oui. Alors pour déshydrater à froid, en fait, c'est de laisser reposer avec de l'absence d'air. C'est un procédé, c'est des machines en fait, c'est assez onéreux et ça fait un vide d'air et ça à froid, c'est en dessous 45 degrés pour pas perdre les nutriments. Vous pouvez regarder, il y a des déshydrateurs, ça coûte assez cher, je crois que c'est au moins 300 €. C'est à étage, les choses à étage, on pose les fruits ou les légumes dessus, on range dans le bac, le processus dure 24 heures je crois, et en gros ça fait une espèce de vide d'air et ça envoie un air particulier, moins de 45 degrés, à froid c'est comme vivant, et ça sort des choses déshydratées, donc c'est comme vous voyez les tomates séchées, l'aspect que ça a cet aspect là. Oui, là, par un processus de chaleur, mais qui excède pas 45 degrés. Ou 50 degrés pour certains. En fait, à froid, on attend, c'est comme vivant. C'est en dessous la destruction des nutriments et des enzymes.
donc en dessous de 50 degrés. C'est pour ça qu'on appelle à froid, parce que sinon il y a des déshydrateurs, on envoie de l'air complètement bouillant à 300 degrés. Il y a ça aussi pour rendre, je sais pas, quand vous faites beaucoup de sauces, par exemple les grands groupes alimentaires, il y a des cuves, on met tous les aliments dedans, on pulvérise de la vapeur chaude dessus, ça les sèche, et puis après on met des grands séchoirs, ça c'est déshydraté, mais l'aliment là il n'y a plus rien dedans quoi, en fait, il y a juste la matière et le goût. En général on rajoute le goût. Donc par déshydraté à froid, on entend en dessous 50 degrés. Oui, il faut bien garder, je le mets dans la diapo suivante je crois. Non, là c'est des exemples d'aliments. Là c'est simplement pour rappeler ce que j'ai mis. Je vais revenir à votre question monsieur, juste sur la diapo après. Là c'est une idée, toujours pareil, c'est une idée, il n'y a pas de dogme. Moi je sais que je prends plus, j'inverse pour mon régime particulier les fruits et les légumes verts, mais il y a beaucoup de gens qui mettent les graines et un régime fort en lipides. Donc si vous lisez des livres sur l'alimentation vivante, il y a énormément d'écoles. Donc là aussi c'est à vous de trouver votre rythme. Je ferai quand même un petit par lecture et par expérience aussi, de ne pas prendre de choses trop grasses, peu de lipides en fait. Ça fatigue l'organisme et ça appelle à beaucoup manger. Et on prend du poids. L'alimentation vivante, on est censé retrouver son poids de forme. Donc une fois que vous vous sentez bien avec le poids de forme, et surtout l'indicateur, c'est la qualité de sommeil. Si vous voulez vous tester par rapport à votre alimentation, la qualité de sommeil. Si vous vous réveillez, si vous collez au lit le matin, c'est qu'il y a un souci. Et généralement, c'est associé à trop de gras le soir. Évitez les graisses le soir parce que ça demande énormément de travail à l'organisme. Quand on est actif la journée, on évacue, mais si on est en position horizontale, c'est assez lent. Et voilà. Mais observez votre qualité d'alimentation par rapport à votre qualité de sommeil. Donc, les avantages de l'alimentation vivante, je regarde juste l'heure, oui, c'est que ça hydrate naturellement, parce que c'est quand même composé à majeure partie d'eau. Il y a Michel Lemaire qui fait une conférence, qui est naturopathe, conférence sur l'eau, très intéressante aussi. Il en fait peut-être encore une aujourd'hui, très intéressante au niveau des propriétés de l'eau. Qu'est-ce que ça véhicule? Et ça fait pas que nous hydrater, ça amène énormément de bonnes choses et qui ne sont souvent pas mesurées. Donc voilà, petite parenthèse, mais quand on s'hydrate de façon naturelle par les végétaux, et l'alimentation vivante, c'est encore plus bénéfique. Et c'est que ça détoxifie l'organisme, ça on l'a vu tout à l'heure. Ça métabolise totalement les aliments, parce qu'ils ne sont pas cuits, donc on prend vraiment toutes les substances qui sont présentes dans l'aliment. Il y a des nutriments essentiels en nombre, évidemment, parce qu'ils ne sont pas détruits. On a une optimisation de la digestion. Alors j'ai mis entre parenthèses, pas de leucocytose. Alors la leucocytose, ça c'est super important de le comprendre, c'est dès l'instant qu'on mange un aliment cuit. C'est Kouchakov, c'est un médecin suisse qui a découvert ça dans les années 50. Il a analysé plein de gens en fonction de leur alimentation. Et quand on mange un aliment cuit, justement la réponse immunitaire, il y a un afflux des globules blancs dans le sang. L'afflux des globules blancs, c'est généralement quand on est malade. Donc le corps, il prend ça comme une attaque, l'aliment cuit, parce que c'est pas un aliment naturel. Il se produit la même chose quand on ingère quelque chose qui est trop chaud ou trop froid. Parce que l'estomac, il le remet déjà à 37 pour ensuite commencer à le travailler. Par contre, si on mange des aliments cuits, mais juste avant, on mange un aliment cru, cette leucocytose, donc cet afflux de globules blancs, il ne se provoque pas. Donc même si vous n'êtes pas porté sur une alimentation vivante, moi je vous conseille de commencer systématiquement par un aliment cru. On conseille aussi, alors autre chose, les fruits c'est avant les repas. Maximum, une demi-heure avant les repas. Généralement c'est hors repas, mais là aussi, il n'y a que dans notre monde occidental où n'importe où dans le monde, on les mange en dehors des repas. Et ça c'est super important pour la digestion, parce que les fruits ça fermente, c'est plein de sucre. Donc si on les met à la fin du repas, ça va mettre encore beaucoup plus de temps à fermenter, puis ça déstabilise l'assimilation des autres nutriments notamment dans les végétaux et les céréales. Donc une demi-heure avant les repas idéalement. Ça active tranquillement la digestion. Faites le test aussi, c'est le meilleur moyen. Et vous verrez ce qui se produit. Mais enfin, le pire, c'est d'associer aussi des sucres. Quand on met du sucre en poudre, n'importe quoi sur les fruits, là c'est destructeur pour la digestion. C'est bon, mais toujours pareil, petit parallèle, qu'est-ce qui fait envie et qu'est-ce qu'on a besoin. Petite parenthèse pour les fruits, ça pareil, petite piste pour essayer.
Donc voilà, pas de leucocytose, ça accroît l'énergie, évidemment, puisque 30% de l'énergie corporelle est dédiée à la digestion. Donc si on digère plus vite, et si ça en donne, évidemment on augmente notre vitalité, et c'est que ça renforce le système immunitaire. Et évidemment, il y a moins de chimiques, et on normalise son poids corporel. Je vais passer super vite, parce que si vous avez des questions comme ça, qu'on ait le temps pour une ou deux. Donc il y a un équilibre aussi acido-basique, très important aussi. C'est souvent délaissé par la médecine, mais quand on a un terrain acide, en gros, ça prolifère les cellules malades, surtout le cancer en fait. Donc on parle souvent d'alimentation alcaline pour les gens qui ont le cancer, enfin souvent. Les naturopathes qui sont quand même spécialisés là-dedans. Quand on a de l'acidité dans le corps, c'est vraiment super mauvais, quoi. Il faut vraiment regarder les propriétés alcalines des aliments. Et l'avantage des aliments crus, à part le poireau et les asperges, c'est qu'ils sont tous alcalins. Et ils perdent cette alcalinité à la cuisson. Donc voilà, un réaccord naturel aussi. Parenthèse intéressante, c'est que la structure moléculaire de l'hémoglobine est très sensiblement proche de celle de la chlorophylle. Et que la structure moléculaire du sérum sanguin est extrêmement proche de l'eau de mer. Je ne sais pas si vous connaissez le sérum de Quinton. C'est ce principe-là en gros. C'est qu'on peut vider quasiment la moitié du sang humain et le remplacer par l'eau de mer. Ça paraît fou, mais c'est démontré. Parce que tout simplement, ça a la même structure moléculaire. Donc qu'est-ce qui est bon pour nous? Quelque chose qui se rapproche de notre constitution la plus basique et profonde. Donc ça, pareil, c'est une voie de réflexion où là, quand je parlais d'observation, plutôt que de chiffres ou de calcul ou de théorie, l'observation de ces faits-là devrait nous mettre la puce à l'oreille. Et puis évidemment, on a une richesse en enzymes. Donc là, le monsieur est parti, tant pis. Que les enzymes se détruisent à 52 degrés, donc on appelle à froid ce qui est en dessous de 52 degrés. Et évidemment, vu qu'on a plus de nutriments, on a une satiété plus rapide. Parce que l'appel de la faim, c'est parce qu'on n'a pas assez de ce qu'il nous faut. Et si on prend plus de choses dans les aliments vivants, on a moins besoin d'aller le chercher ailleurs. Et puis aussi l'aspect non négligeable de jardiner chez soi qui est quand même sympa. Donc lors de la cuisson, il y a la destruction des enzymes, il y a la leucocytose, destruction des vitamines, des minéraux, des acides aminés, des acides gras, des fibres. Comme tous les aliments cuits, ça développe des toxines, et comme toute toxine, ça entraîne une dépendance. Ça, c'est prouvé aussi par des études scientifiques qui ont été menées sur des rats. On leur mettait de l'alcool et des aliments cuits, ils buvaient de l'alcool. On leur mettait des aliments crus, ils ne buvaient pas d'alcool. Le café clope. J'ai mangé gras, je vais boire une bonne bière. Regardez aussi les réflexes où par contre quand je commence à prendre soin de moi, j'ai moins envie d'une clope, j'ai moins envie de café, j'ai moins envie de m'intoxiquer. La toxine appelle la toxine, mais l'aliment sain appelle le corps sain de manière générale. Autre chose par rapport au docteur Edward Howell, qui est appelé le père des enzymes dans les années 20, qui disait que le fait de dire que l'organisme peut digérer et assimiler facilement les aliments cuits pourrait se révéler un jour la pire erreur jamais commise par la science. Voilà. Les enzymes. Donc voilà, les enzymes, pareil, je vous incite, je vais passer rapidement dessus pour avoir des questions. Je vous invite à vous renseigner là-dessus. Ça, c'est quelque chose qui est assez oublié dans la médecine moderne, mais qui est aussi important que nombre de nutriments qui sont mis en avant, comme le calcium. On ne sait pas pourquoi plus qu'un autre, mais pourquoi on oublie les enzymes plus qu'autre chose. Donc ce qui est important de savoir dans les enzymes, c'est qu'il y en a 3 types. Il y a les enzymes métaboliques, donc ça c'est pour l'entretien de chacune de nos cellules, de nos tissus, de nos organes. Les enzymes digestifs et les enzymes alimentaires. Et quand on prend les enzymes dans l'alimentation vivante, on n'appelle pas les enzymes digestifs, donc on ne s'affaiblit pas. Parce que du coup, si on a un aliment cru, il faut des enzymes pour la digérer. Donc on appelle ceux du système immunitaire, donc on s'affaiblit. On ne s'apporte pas quelque chose au niveau de la réponse immunitaire, on s'affaiblit. Dans les aliments crus, les enzymes pour digérer les aliments sont contenus en eux-mêmes. Voilà. Les graines germées, là je passerai rapidement dessus. En gros, c'est miraculeux. Voilà, on pourrait dire ça, c'est miraculeux. Donc il y a des petits stands là qui vous fourniront des informations. Je serais ravi de parler avec vous après, mais là je vais laisser la place aux questions. Donc c'est parfait en fait. Voilà, pas d'autres mots. Voilà. Donc je voulais finir sur Tal Chaleur qui a écrit ce bouquin-là. C'est un petit bouquin qui coûte 4,90, qui pour moi résume beaucoup de choses. Quand j'ai appelé le nom de la conférence les bienfaits d'une alimentation végétale et vivante, c'est en référence à ce livre-là. Végétal, vivant, varié. Voilà, c'est les 3 V. Pour moi, ça me semble une règle qui est parfaite. Au niveau alimentaire, donc ne pas se fermer, des choses comme le brocoli. Enfin, il y a plein de choses en fait. Si on se focalise sur les 8 à 10 menus moyens
que la plupart des gens ont, on peut avoir des carences. Si on s'ouvre à tout ce qui est de saison, sur tout ce qui se fait, sur la curiosité, pour moi c'est impossible d'être carencé et on a vraiment un bien-être accru. Voilà, si vous avez des questions. Oui. Tout à l'heure, vous parliez au niveau du calcium, mais il faut quand même savoir que si on est en manque de silice, le calcium, ouais. Et remarque intéressante, ouais. Si on manque de silice, on ne peut pas absorber le calcium. Et ce qu'il y a, c'est que le silicium, on a une base, un capital à la naissance, et on le perd tout au long de la vie. Les enzymes, ouais, je suis passé rapidement dessus, c'est la même chose. Et le seul moyen d'assimiler le silicium, c'est qu'il soit fixé par un agent extérieur. Vous connaissez peut-être Biofloral, ils appellent ça l'orthosilice. L'ortie, elle va fixer le silicium, elle va permettre de l'ingérer. Il y a aussi le stand, il y a Christelle qui est là, du stand Ethnolia. Ils vendent un produit silicium, qui est un fixateur du silicium et qui est très très bon pour pour la restructuration et les problèmes des articulations. Donc c'est vrai que le calcium, j'ai parlé de la vitamine D, j'ai parlé du magnésium, mais il y a le silicium qui est important. Mais de toute façon, tout est lié. Mais là aussi, hein, quand on vous dit le silicium, il n'y a pas moyen, vous avez de l'arthrose, parce que le silicium c'est très utile pour les problèmes de rhumatisme ou l'arthrose, il y a toujours un levier quand même. Hein. Il y a toujours quelque chose, il y a vraiment, ça faut vraiment garder à l'esprit qu'il n'y a pas de fatalité. La question est super intéressante. Regardez tout, en fait. Quand vous faites des prises de sang, vous focalisez pas sur ce qu'on vous demande, balayez large. Parce que des fois, un mal-être, il ne peut pas être situé que dans le parce que généralement on regarde le fer, les choses comme ça, c'est assez large. Demandez un bilan complet, souvent c'est remboursé. Et là, voyez où vous pouvez aller chercher les choses, et souvent c'est lié. Donc si vous avez un problème de malabsorption de calcium, en effet, il y a plusieurs facteurs qui peuvent être liés au-delà du calcium en lui-même. D'autres questions ? Voilà, en gros, si je peux, je vais peut-être en parler. Si ça vous intéresse de parler des graines germées, quelques mots, ouais. On va revenir sur les graines germées parce que c'est vrai que c'est super intéressant. Donc l'avantage, là je l'ai mis sur la diapo suivante, c'est qu'au niveau de la teneur en vitamines et en enzymes, c'est qu'elle passe de 300 à 1000%. Donc là c'est super intéressant. Donc il y a un coût modique. Et surtout, moi, ce que je trouve beau, c'est qu'on peut vivre en appartement n'importe où. On a son petit jardin intérieur, on voit pousser tous les jours. Ça agrémente les salades, ça donne du goût, et c'est incroyable ce que ça apporte à l'organisme. Il y a une étude qui a été faite, Tal Chaleur en parle dans son livre, c'est des étudiants de Boston qui ont fait une cure de 6 mois de graines germées de tournesol. Donc que ça, hein. Rien d'autre. 6 mois de graines germées de tournesol, ils ont régulé toutes leurs carences. Toutes les semaines, il y avait des tests physiques, psychomoteurs et intellectuels. Et toutes les semaines, c'était en croissance. Et tous les 100% des élèves ont dit qu'ils avaient ressenti un bien-être comme jamais. Donc en plus, voilà, si vous avez des carences dans quoi que ce soit, prenez de la graine germée. Généralement, c'est super riche en fer, super riche en calcium. Il y a juste un petit truc à savoir, qu'il y a deux types, bien les rincer. Les rincer, c'est très important parce qu'en fait, il y a des inhibiteurs d'enzymes. Je parlais des enzymes. Pour qu'ils soient déclenchés, faut déjà un gros temps de trempage, déjà 12 heures, mais surtout les rincer au moins 2 fois par jour. Faut les rincer au maximum avant de les consommer. Parce qu'une graine, la nature est bien faite, donc elle se protège, elle met des choses un peu toxiques pour pas que les oiseaux aillent la picorer puis qu'il n'y a plus de pouce. Donc nous, on le sent pas trop au niveau humain, ça perturbe un peu notre digestion. Vous avez peut-être lu sur les paquets de lentilles où il faut faire tremper au moins 5 ou 6 heures les lentilles avant de les cuire. C'est pour ça en fait. C'est pour ce fait-là parce que c'est simplement un petit trouble au niveau de la digestion que ça nous provoque. Mais pour les petits animaux, eux, ça leur fait carrément mal, quoi. Donc voilà, bien laisser tremper. Et une fois que ça germe, ça devient 100% alcalin. Donc par rapport à l'acido basique que je parlais tout à l'heure, c'est très bien. Et surtout, le processus de transformation de la germination amènera les amidons. Alors l'amidon, ça cause énormément de mucus au niveau de la flore intestinale. Donc ça, pareil, faire attention à tout ce qui est produit amidonné. Si vous avez des problèmes d'intestin, essayez de les rayer pendant un petit moment. Ça fera pas de mal. Donc l'amidon est transformé en sucre 5 qui est utilisé pour la division des cellules. Et les graisses se transforment en acides gras solubles. Les protéines découpées en acides aminés. Donc il y a vraiment
D'un point de vue nutritionnel, quand je disais c'est parfait, c'est miraculeux, c'est vraiment le cas, quoi. Voilà, et surtout ça a un pouvoir détoxifiant qui est assez spectaculaire pour l'organisme. Donc puis ça concerne pas mal de saveurs, et puis parce que ça touche les légumineuses, les céréales, les oléagineux et les légumes. Donc voilà, c'est vraiment au niveau saveur, il y a quelque chose de sympa. Là, c'est la bonne occasion, la bonne saison pour commencer à tester. Sur les salades, le brocoli ou l'anet, les choses comme ça, ça donne un petit goût anisé. Vous mettez ça sur les salades, ça rehausse le goût vraiment de façon surprenante. Et ce que je voulais juste préciser, c'est qu'il y en a 2 seuls à ébouillanter, qui ne perdent pas leurs inhibiteurs d'enzymes, c'est les lentilles vertes et les pois chiches. Ces deux seuls-là de graines, vous les ébouillantez. Parce que sinon, pareil, au niveau de la digestion, c'est un peu plus compliqué. Voilà, si vous n'avez pas de questions, je pense qu'il y aura une conférence derrière. Donc, je vous remercie pour votre... Oui. Apparemment, la tomate, il faut en manger le moins possible. La tomate, c'est super... Ouais. Ouais, la tomate, faut l'éplucher, faut enlever les graines. Alors la tomate, c'est super acide. Et surtout, faut enlever les graines parce que ça peut provoquer des désordres au niveau des reins, au niveau de l'acidité urinaire. Donc là, c'est vrai que les salades de tomates, c'est super bon. Mais par exemple, j'étais l'année dernière au Maroc et en Inde, je l'ai surpris, dans les 2 pays, ils ôtent les graines systématiquement. Et les 2 fois j'aurais posé la question, ils m'ont dit c'est pas bon pour les voies urinaires. Donc ça aussi, si vous avez des problèmes de cet ordre-là, ou pour les prévenir, c'est pas mal de le savoir. Éplucher les tomates, eux ils gardent que la pulpe en fait, on va dire, et les grains vous les jetez. Donc c'est vrai, beaucoup d'acidité et des effets qui peuvent être néfastes au niveau de l'appareil urinaire. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Si vous voulez des références de livres ou d'autres choses, n'hésitez pas à passer. Je pourrais même vous en envoyer par mail ou vous donner des titres là tout de suite. Bonne fin de journée.